En novembre 1938, j'ai dû précipitamment quitter ma villa du lac de Caume. Muni de mon passeport, je demandai à mon chauffeur de me conduire en Suisse. Puis, de Suisse, j'ai pris le train pour Paris. Je me suis ensuite rendu en Espagne. À Barcelone, j'ai embarqué pour Montevideo, en Uruguay, en sachant pourtant que partout où je pourrais aller, je ne serais plus jamais à l'abri. L'homme que j'avais aimé pendant plus de 20 ans et qui m'avait aimé passionnément en retour. Cet homme auquel j'avais sacrifié le meilleur de moi-même et pour lequel, aujourd'hui, ma vie n'était plus rien. J'avais participé, moi, Margherita Sarfati, à ce qu'il était devenu, un monstre. Aujourd'hui, il me fallait le fuir le plus loin qu'il m'était possible, car il voulait ma mort. Cet homme, c'était Benito Mussolini. Margherita Sarfati est née en 1880 dans une famille juive de Venise. Son enfance, elle l'a passée dans un palais du XVe siècle sur le Grand Canal, le Palazzo Bembo, à la lisière de l'ancien ghetto. Je grandis dans un jardin enchanteur sur la lagune. Son père, Amadeo Grassini, juif traditionnel mais progressiste, grand avocat d'affaires, fit fortune en participant à la création des fameux Vaporetti. Margherita ne fréquente pas l'école. Ses parents lui offrent les plus illustres précepteurs de Venise. Elle est nourrie de littérature, d'histoire de l'art, de philosophie. Mais la jeune fille se laissera séduire par d'autres idées, moins classiques et conformistes. Dans la jeunesse italienne, le socialisme fut pour certains une mode, pour d'autres une attitude d'avant-garde, pour la plupart un espoir. L'Italie, qui voit Margherita Sarfati grandir et s'épanouir, est une terre en ébullition. C'est le temps du Risorgimento, le rêve d'une nouvelle renaissance. L'indépendance et l'unité sont récentes. Venise ne s'est libérée du joug austro-hongrois qu'en 1866. Le grand-père de Margherita, Marco Grassini, a fait partie de cette génération révolutionnaire, engagée pour la liberté et pour une Italie nouvelle et moderne. De quoi nourrir le rêve socialiste de la jeune Margherita. J'ai été socialiste à partir de 14 ans, malgré mes parents conservateurs, malgré mon palais, la loge à l'opéra. Oui, j'aimais tout cela, mais je l'ai abandonné pour d'autres idéaux et pour me marier avec Cesare Sarfati. Elle a connu Cesare quand elle avait 6 ou 7 ans, et lui 23. Et alors, il s'est arrêté saluer mon arrière-grand-père qui allait à l'opéra avec la petite. Et elle était jolie, elle a une masse de cheveux rouges et tout ça. Elle était surtout jolie quand elle était petite, je trouve. Et alors, il a dit, alors mademoiselle, on va à l'opéra et on aime, qu'est-ce qu'on aime? Vous aimez, je sais pas moi, Rossini, Puccini? Elle a dit, non, moi j'aime Wagner. Cesare Sarfati est avocat au barreau de Venise. Orateur de talent aux ambitions politiques affirmées, il se laisse persuader par Margherita, de 14 ans, sa cadette, d'adhérer avec elle au Parti socialiste italien. Porté par son ambition, le couple occupe rapidement des responsabilités au sein de l'appareil du parti. Cesare en devient l'avocat officiel, Margherita en finance le journal, l'Avanti. Une fois, elle m'a dit, moi, je n'aimais que 2 hommes. Mais ils étaient tous les 2 extraordinaires. Puis, c'était pas vrai, elle en avait aimé beaucoup d'autres. C'est durant la guerre de Libye que j'ai entendu nommer pour la première fois mon jeune camarade socialiste, Benito Mussolini. Quand en 1911, l'Italie se laisse tenter par l'aventure coloniale en Libye, les socialistes italiens, pacifistes, prennent la tête de la contestation.
À Forlì, une petite ville du Nord, un jeune militant, Benito Mussolini, directeur d'un petit hebdomadaire provincial du parti, se fait remarquer. Fermement opposé à l'intervention italienne en Libye, il est emprisonné durant plus de 5 mois. À son sujet, Margherita s'entendit décrire par son mari Cesare les qualités d'un merveilleux jeune homme maigre à l'éloquence bondissante, fougueuse, singulière. Cesare Sarfati, sans s'en douter, allait livrer sa femme à Benito Mussolini. J'étais venu le féliciter pour sa nomination comme nouveau directeur du journal L'Avanti, que je finance en grande partie. Je lui présentais ma démission, comme il se doit, en tant que collaboratrice du précédent directeur. Je lui glissais, comme un appel du pied, « L'art d'aujourd'hui, qui est l'expression de notre modernité, peut être un excellent vecteur de l'action politique. » Il me répondit aussi sec, « Non, l'art n'est pas un argument socialiste. Quant aux articles politiques dans le journal que je dirige, je les écris moi-même. » Puis-je vous lire quelques critiques d'art que j'ai faites pour le journal? Je ne lis que les articles politiques et la philosophie, Nietzsche. Je suis un homme qui cherche, mademoiselle. À la fin de notre entretien, il me fit comprendre de cette manière indirecte que nous les femmes comprenons directement qu'il aimait les blondes dans mon style. Mussolini est de 3 ans plus jeune que Margherita. Mon origine populaire, voilà mon plus gros atout, lui dit-il. Elle est née fortunée d'une classe sociale à l'opposé de la sienne, immensément cultivée. Tout ce qu'il n'est pas. Je crois qu'elle n'était pas snob du tout. Elle avait un réel amour et un très grand respect, même romantique pour les gens du peuple. Quelques nuits plus tard, dans un concert, il me sembla que 2 grands yeux ardents me fixaient et me brûlaient, et ce, même avant de me rendre compte que c'étaient ceux de Mussolini. Dès les premiers jours de 1913, une relation intime commence entre eux. Mon ami, je repense intensément à tout ce que l'autre jour tu m'as fait, et j'ai découvert, tu vois, que la faute m'en revient un peu. Oui, parce que je n'aurais pas dû me laisser aimer, comme je l'ai fait, par trop de tendresse. Laisse-moi, chérie, te préparer un refuge pour ton esprit assoiffé de douceur, que peut-être inconsciemment tu imagines sans le connaître. Tu y trouveras l'atmosphère qui convient pour tous les moments les plus divers de ton esprit. Tu ne me connaîtras pas, tu ne m'aimeras pas, j'ose le dire, tu ne te compléteras pas en moi, avec moi, de moi, sinon ainsi. Si tu ne ressens pas ce besoin, cela veut dire que le moment n'est pas encore arrivé. Mais je patienterai, et je sais qu'il viendra. Je t'aime, je suis à toi. Mussolini écrit à Margherita. Former l'unité spirituelle des Italiens, créer l'âme italienne est une mission superbe. Mon père ne me laisse aucun bien, mais j'hérite de lui un trésor, l'idée socialiste. Je jure de rester fidèle à cet idéal jusqu'à mon dernier jour. Jette l'ancre dans mon port, grand navire nimbé de gloire, et vogue vers tous les océans. Même dans les tempêtes, tu seras en sécurité parce qu'un fil ténu, mais qui ne rompt pas, si Dieu me l'accorde, te tient attaché à la terre ferme. Je t'aime. Amen. Toute la politique démocratique d'Italie se façonne alors à Milan, dans le salon d'Anna Kulishov, une révolutionnaire russe réfugiée en Italie et cofondatrice du Parti socialiste italien. Margherita Sarfati introduit dans ses cercles de l'élite son jeune amant, déterminé à lui faire jouer un rôle majeur. Il en avait le potentiel, à elle de le révéler à lui-même. Mussolini n'était pas un philosophe ni un théoricien. Je l'entendais penser à voix haute et très souvent je devais l'aider dans ses raisonnements. Il ne s'embarrassait pas à percer la vérité profonde cachée derrière une idée. J'étais là pour ça.
Tout homme qui sent en lui la force d'entreprendre une vie non commune a besoin d'une inspiratrice, d'une consolatrice, vous me comprenez. L'inspiratrice n'est pas seulement l'amante. Je voudrais être compris d'elle jusqu'au fond de mon âme. Je voudrais pouvoir me confier à elle, être aussi stimulé, conseillé, désapprouvé si je fais des erreurs. J'ai même essayé d'améliorer le style de son crawl, car il nageait comme un tout petit qui se mouille dans un bassin. Mais il était convaincu qu'il parcourait de longues distances. Mussolini veut aller plus vite, plus loin. Au printemps 1914, il évoque dans son journal son attente d'un nécessaire renouveau, son désir ardent, presque mystique, de quelque chose de révolutionnaire. L'Europe s'apprête à lui offrir ce qu'il désire. L'assassinat, le 28 juin 1914 à Sarajevo, de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche, fournit aux puissances l'ultime argument pour déclencher une guerre qui se prépare depuis des années. Le mot d'ordre socialiste, en Italie comme dans toute l'Europe, est alors la neutralité. Mais le socialiste français Jean Jaurès, chef de file des pacifistes, est assassiné à Paris le 31 juillet. Le 1er août, la guerre est déclarée. L'Italie, elle, demeure neutre. Une position défendue par le Parti socialiste et par Benito Mussolini. Mais Margherita Sarfati milite vigoureusement pour une intervention de l'Italie aux côtés des alliés français et britanniques. Son ardeur finit progressivement par convaincre Mussolini, qui devient alors son véritable porte-parole. Alors, en juillet 1914, en plein congrès, Mussolini interpelle le parti. Il condamne les options pacifistes. Un véritable tollé. Margherita vient à son secours. Elle se lève, s'indigne de la barbarie allemande. Émouvante, pathétique, elle dénonce la sauvagerie primitive et le viol par l'Allemagne des droits des personnes. Beaucoup, ce soir-là, déchirent leur carte d'un parti par trop neutraliste. Mussolini, fasciné par sa maîtresse qui a su répondre à ses propres doutes, devient interventionniste militant. Il se fera démissionner de l'Avanti. Le 14 novembre 1914 paraît le premier numéro du Popolo d'Italia, le journal qu'il vient de créer, financé en grande partie par Margherita. Le Popolo appelle à la guerre. L'article a été écrit à 4 mains. Les deux amants se livreront dès lors très souvent à cet exercice. Durant leur collaboration au Popolo, Margherita s'affirme chaque jour davantage comme la conseillère indispensable. Se noue entre elle et son amant une intimité intellectuelle au long cours qui conduira à ce qu'ils nommeront leur solution de rechange total. Mai 1915. L'Italie finalement entre en guerre contre l'Autriche-Hongrie. Les Alliés ont concédé des promesses. L'Italie, en cas de victoire, récupérera ses territoires toujours sous domination austro-hongroise. Mussolini rejoint la guerre. Margherita reste aux commandes du Popolo, lui insufflant sa ligne éditoriale. Blessé sur le front, Mussolini écrit une lettre enflammée à sa maîtresse pour lui répéter et son admiration et son désir de se tenir près d'elle. Ta lettre m'a rendue folle, mon amour. Je l'ai lue avec les yeux, avec le cœur, avec les lèvres, qui lisaient et déposaient des baisers en même temps. Je sais que j'ai une part de vie à t'offrir, et dont je veux t'enrichir, et que peut-être tu imagines et désires sans le savoir. Des échanges fougueux qui ne font pas oublier la réalité familiale de Benito Mussolini. En cette même année 1915, année de feu et de sang, il épouse Rachele, sa compagne et mère de ses enfants, et reconnaît le fils de sa seconde maîtresse, Ida d'Alzer. Margherita l'a conseillé ainsi. Roberto, le fils de Margherita, vient d'avoir 15 ans. Il écrit à sa mère. « Maman, donne-moi ta permission et ta bénédiction. Avec elle, j'irai cuirasser,
contre les balles ennemies. Mon fils, tu es dans le cercle des élus, des invincibles. Tu es l'avenir, celui d'une Italie nouvelle. Répondant à l'appel de Mussolini qui exhorte dans les pages du Popolo la jeunesse à s'enrôler coûte que coûte, Roberto s'est engagé dans le corps des chasseurs alpins. Au matin du 28 janvier 1918, le jeune caporal Sarfati reçoit l'ordre de donner l'assaut. Il se rue avec ses hommes, baïonnettes pointées. Ils parviennent à prendre une tranchée autrichienne par surprise. Soudain, une mitrailleuse se met en action. Roberto, pour la neutraliser, s'élance en direction du point de tir. Margherita reçut une mèche de cheveux rouge et or. La voilà mère de tous les fils morts au champ d'honneur. Margherita dépose ainsi aux pieds de son amant le sang de son fils sacrifié. Cesare Sarfati, lui, est dévasté. Mussolini, le prédateur, a saccagé sa vie conjugale, détourné l'argent de sa femme avec ses journaux, et à présent, il lui arrache la chair de sa chair. Cherchant la reconnaissance de son sacrifice, Margherita écrit à Gabriele D'Annunzio, l'illustre poète, ami de ses jeunes années vénitiennes. Mon noble ami, vous souvenez-vous des roses rouges parfumées que vous me fîtes porter à Venise? À moi, toute jeune fille admirative de votre œuvre. J'ignorais qu'un jour je devrais les arroser de mon sang. Aidez-moi à surmonter mon chagrin, à lutter contre cette mauvaise bête. D'Annunzio, touché, répondit: « C'est pour moi comme un acte religieux que de consacrer le nom du petit camarade de 17 ans, héros en qui s'exalte et se console notre humanité. » D'Annunzio incarne la colère et la frustration de l'Italie humiliée. Certes, l'Italie, aux côtés des Alliés, a gagné la guerre, mais sa victoire est mutilée. Les terres promises, Trieste, Trente, l'Istrie, lui échappent. À la tête d'une colonne de soldats et d'aventuriers, il occupe brièvement Fiume, une ville de la côte croate, que les nationalistes considèrent comme italienne, alors que les Alliés veulent en faire un État libre. D'Annunzio y est vaincu, mais sa tentative romantique et flamboyante renforce son aura. Dès lors, D'Annunzio se place en véritable rival de Mussolini, le seul qui puisse entraver son ascension vers le pouvoir. Mussolini en est conscient. Il demande à sa maîtresse, intime du commandante, de solliciter pour lui un rendez-vous afin de mesurer précisément le danger qu'il représente. D'Annunzio méprise Mussolini et n'a que faire de le voir. Votre combat est le même, le convainc Margherita. Une alliance serait plus constructive qu'une rivalité qui ne dit pas son nom. Pour satisfaire son ami, D'Annunzio accepte de rencontrer Mussolini. D'Annunzio veut un soulèvement populaire. Pour lui, la nation doit marcher sur Rome et s'insurger contre un système dépassé. Mussolini sait que D'Annunzio peut convaincre le peuple de le porter au pouvoir. Aussi, dans le but de le neutraliser, il le persuade d'attendre. Le temps ne serait pas encore venu. Au bord du lac de Garde, confiné dans un parc à sa gloire, financé par Mussolini, D'Annunzio, dans l'attente, se contente d'un rôle occulte. Là, il prêche sa révolte pour un ordre nouveau, en petit comité, au sein d'un curieux temple. Siégeant sur un trône de pierre, le poète-soldat rédige un projet de constitution qui préfigure à bien des égards celle du futur État fasciste. De son côté, Mussolini n'attend pas. Le 23 mars 1919, devant une assistance rassemblée à grand-peine, il annonce la création des premiers faisceaux de combat. Une milice paramilitaire inspirée des mouvements paysans et prolétaires italiens de la fin du XIXe siècle, créée alors pour lutter contre les patrons rapaces et les grands propriétaires terriens.
De ces faisceaux naîtront les chemises noires. Le fascisme est en marche. Mais le rassemblement est trop faible. Mussolini accuse le coup. Margherita Pygmalion redouble d'attention. Elle l'invite dans sa maison du Soldo, au lac de Côme. Il fallait qu'il admette que cette idéologie nouvelle avait besoin d'une véritable théorie. Je devais lui faire conserver à l'esprit que le fascisme d'aujourd'hui devait être la réalisation du socialisme révolutionnaire d'alors. Nous ne pouvions renoncer. Pour le détendre un peu, elle lui offre un brevet de pilote. Ils survolent, amoureux, leur Italie. Elle lui murmure à l'oreille que celui qui dure a toujours raison et le presse de retourner sur la voie de la conquête du pouvoir. 2 ans plus tard, les élections de 1921 sonnent l'heure de la revanche. Les faisceaux raflent 35 sièges. Mussolini est élu à la tête du nouveau groupe parlementaire. Margherita l'aide à préparer son premier discours. Je suis anti-parlementariste, antidémocratique et antisocialiste. La seule alternative, ou une tyrannie anarchique imminente et sanglante, avec toutes les horreurs d'une guerre civile, ou un gouvernement fort avec la possibilité qu'il devienne dictatorial. Marcher, marcher ou pourrir. Je sais que tu marcheras. Je t'aime, mon amour, et je m'approche du téléphone pour te téléphoner. Seulement d'entendre ta voix me donne le vertige. L'homme fort ne peut aimer qu'une femme de sa trempe, de son niveau, dont l'obéissance ne soit pas passive mais active. La femme qui aime ne devient pas la chose, mais la personne de l'aimer. L'Italie peine à se relever de la guerre. L'État est ruiné. L'appareil industriel détruit, les campagnes dévastées. La monarchie parlementaire est incapable de faire face aux enjeux. La crise est économique, sociale et politique. Le Parti socialiste perd de l'influence au profit du nouveau Parti communiste, né dans la foulée de la révolution en Russie. Les mouvements sociaux se radicalisent. Les faisceaux de Mussolini sont appelés pour mater les grèves dans les usines. Mussolini crée à Rome son parti fasciste pour encadrer les faisceaux. Il compte 320 000 adhérents. Le 24 octobre 1922, il prononce un discours devant 40 000 chemises noires. Avec les mots de Margherita, il interpelle le roi. Ou vous nous donnez le pouvoir, ou nous foncerons sur Rome et prendrons à la gorge la misérable classe politique dominante. Durant leur idylle au Soldo, ils mettent au point le plan de la marche sur Rome, fixé au 27 octobre. Ils n'envisagent pas un putsch, mais une démonstration de force, destinée à contraindre le roi Victor Emmanuel III à confier à Mussolini le pouvoir légalement. Dans les villes du nord et du centre, les chemises noires s'emparent des centres névralgiques. Postes, gares, préfectures. 25 000 hommes convergent sur Rome comme le rêvait D'Annunzio. Mais subitement, Mussolini redoute l'intervention de l'armée et décide de tout arrêter. Il propose même à Margherita de partir tous les deux pour suivre leur romance en Suisse. Furieuse, elle l'oblige à rejoindre les putschistes. Pas question qu'ils se défilent. Elle lui paye même son billet de train pour Rome. Le 29 octobre 1922, le roi Victor Emmanuel III donne l'Italie aux fascistes. Il confie le nouveau gouvernement à Mussolini, comme Margherita l'a envisagé. Alors, elle rêve de leur couple gouvernant à deux. Elle se voit en conseillère du président, dans l'ombre, une reine sans couronne. Portée par la passion amoureuse autant que par ses convictions patriotiques, Margherita œuvre au triomphe de l'homme qui doit construire, pense-t-elle, une Italie nouvelle. Pense à la tâche immense qu'ensemble nous devons accomplir. La réalisation d'un nouvel ordre de chevalerie, porteur de justice,
créateur des utopies universelles. J'ai fait le serment d'être à toi. Je t'en ai fait le serment, mon Seigneur et mon époux, mon chef et mon amant. Avec une fidélité absolue et une dévotion de milicienne, d'italienne, de citoyenne, de mère, d'amante. Je suis fière de toi, oui. Mais grisé par sa victoire, ivre de son pouvoir nouveau, Mussolini s'empresse de délaisser sa maîtresse. Ulcérée, meurtrie, elle lui crie son indignation. Tu es un homme extrêmement sensible, mais très fort, et comme tous les impétueux, tu jettes le trop-plein dehors. Mais moi, je suis une nature lente, une nature tout en dedans. La douleur, l'angoisse, et même la rébellion pénètrent en moi. Peu à peu, elle pénètre jusqu'au fond et me laisse brisée, en miettes. Je suis fatiguée de t'aimer, fatiguée que tu fasses de mon amour un tapis que tu prends plaisir à piétiner. Mussolini n'avait que faire de la jalousie de Margherita. En général, un trait de violon suffisait à la calmer. Et si jour après jour il lui signifiait qu'il se passerait bien d'elle, l'histoire allait en décider autrement. Le 12 juin 1924, Giacomo Matteotti, jeune et brillant député socialiste, adversaire farouche du programme mussolinien, est kidnappé. Quelques jours plus tard, on découvre son cadavre. Très vite, Mussolini est considéré comme le commanditaire du meurtre. L'opposition demande sa démission. Il nie. L'affaire devient nationale. Pour Mussolini, cette vague d'émotions collectives est la première d'une tempête destinée à le noyer. Le bateau du fascisme est sur le point de couler. Le destin a joué sa carte en faveur de mes ennemis. Margherita le rassure. Mon chéri, tu sais bien que beaucoup de partis qui semblaient perdus ont fini par se retourner au dernier moment. Tiens bon. Peu importe à Margherita que Mussolini soit le commanditaire du meurtre ou qu'il s'agisse d'une bavure, hypothèse la plus probable. Elle n'a pas peur de la violence, qui est un moyen nécessaire à l'élite, seule capable de gouverner pour imposer sa volonté, dit-elle. Elle le convainc qu'un crime d'État se justifie et s'assume s'il revêt un contenu politique acceptable. La mort de Matteotti fut la preuve des preuves. Nous, Italiens, étions destinés à Mussolini. Car si nous avions eu l'ombre d'un homme ayant la moitié de l'envergure d'un chef d'État, Mussolini aurait de lui-même quitté la scène sous les sifflements du public. Ce ne fut pas le cas. Il était là, seul. Nous avions besoin de lui. Après la guerre, le pays était destiné à la tyrannie, sous une forme ou sous une autre, mais de toute façon à la tyrannie. À l'automne 1924, au moment où l'idole vacille sous le flot des soupçons, afin d'imposer au plus grand nombre l'image d'un chef sauveur de l'Italie, Margherita entreprend la rédaction de Dux, une biographie glorieuse de son amant. Sous sa plume, Mussolini renoue avec la gloire des Césars et des Augustes. Dux est, sous toutes ses facettes, écrit du point de vue de la conseillère intime. Brouillant constamment les frontières entre le politique et l'homme privé, elle laisse entendre qu'elle seule connaît le grand personnage, jusque dans le mystère de ses intentions. L'ouvrage est un succès d'édition. Mussolini bénéficie d'une formidable promotion internationale. Et le nom de Margherita Sarfati fait le tour du monde. Son prestige à elle plane sur celui de sa créature. Oui, je suis fière de toi. Pour ce que tu es, non pour ce que tu parais. Ma fierté va jusqu'au fanatisme, jusqu'à la folie, pour ta valeur intrinsèque, et non pour ce fétichisme de la foule envers toi. Même si tu es le nouveau César, même si tu es le digne successeur d'Auguste,
c'est de cet homme du peuple qui a su s'élever à la force de ses bras, de sa conscience, de son écoute, dont je suis le plus fier. E mai, come oggi, abbiamo sentito che il destino è nelle nostre mani e che esso sarà il capolavoro della nostra invincibile volontà. Pour Margherita Sarfati, le nouveau pouvoir s'inscrit comme héritier des Césars et des Augustes, s'inspire de l'imagerie impériale et de ses fastes. Elle convoque l'archéologie à son service. Elle obtient du Duce un budget mirifique pour remuer Rome en tous sens et retrouver les grands trophées de l'Empire. Mussolini se prend aussitôt de passion pour les démolitions. Margherita le pousse à retrouver à tout prix la statue colossale d'Auguste enfouie dans les sous-sols de la cité impériale. Il s'écrie « Dans 5 ans, Rome devra sembler puissante à tous les gens de la terre, comme elle le fut au temps du premier empire d'Auguste. » Ainsi, Margherita se taille le rôle qu'elle souhaite au plus haut niveau dans le sillage de son amant. Pendant 10 ans, elle va exercer sur la vie culturelle et politique du pays un pouvoir d'influence absolument déterminant. En 1925, Mussolini la nomme à la tête de la délégation italienne lors de l'exposition internationale des arts décoratifs à Paris. La voilà chargée de la première opération de promotion de l'Italie fasciste à l'étranger. Mais le pavillon italien promu par Margherita et signé Brazzini est la risée des critiques. Margherita assume. Cet épais parallélépipède arc de triomphe aveugle, placé à côté du pavillon de Le Corbusier, fait figure de tombeau de l'art. Margherita comprend la leçon et opère illico un tournant à 180 degrés. L'architecture rationaliste est pour l'Italie la voie à suivre, fait-elle brusquement entendre. À son retour, elle commande au jeune architecte Terragni la maison du fascisme de Côme, aujourd'hui célébrée comme un chef-d'œuvre de l'architecture fonctionnaliste. En ce temps d'indiscipline, l'art doit devenir la discipline, écrit-elle dans le Popolo. En ce sens, elle imagine un nouveau courant artistique qui séduit et réunit architectes, sculpteurs et peintres parmi les plus en vogue. Elle le nommera Novecento. Ce sont eux qui feront grande l'Italie artistique de demain. Mouvement pictural réaliste, le Novecento doit relier l'héritage classique à la modernité, créer de nouveaux mythes et régénérer les anciens. Margherita veut imposer aux artistes de se plier à une mission patriotique. Et pour inaugurer son mouvement, elle prépare un discours pour Mussolini. Mais le Duce préfère improviser que se laisser dicter ses mots. Je suis moi aussi un artiste, mais pour ma part, l'art de mener les hommes est bien supérieur à tout autre. Margherita Pygmalion voit sa créature marquer les limites de son jeu. Pourtant, c'est sur son insistance que Mussolini s'était rasé la moustache, qu'il s'était fait faire des costumes de bonne coupe. Elle avait eu un mal fou à lui faire renoncer aux guêtres, mais il s'était plié finalement au port de la chaussure fine et au rituel de l'habit à la Scala. Il y avait une lettre de Mussolini qui était très méchante, où il disait je ne vous permettez pas, madame, de m'attribuer des goûts qui ne sont pas les miens, une chose comme ça, mais enfin, très dure, très méchante. Ne désirant pas voir l'influence de Margherita s'amplifier davantage, Mussolini lui retire peu à peu ses prérogatives. D'abord en matière artistique, au sujet du Novecento, ou au sujet de la Biennale, dont elle était membre du comité directeur. Grand nombre la considérait comme la femme la plus intelligente d'Italie. Après sa rupture d'avec Mussolini, le pays entamera une longue agonie qui aura pour conséquence d'être dévoré par le loup allemand, dont elle avait pourtant tout fait pour convaincre Mussolini de s'en éloigner. L'ensemble des historiens de l'après-guerre omet de mentionner son rôle.
Margherita visionnaire, Margherita Cassandre, Margherita fantôme traversera l'histoire en anonyme, comme sur cette rare image filmée que nous connaissons d'elle. C'est une femme qui n'avait pas de pouvoir. Son pouvoir était complètement dérivé. Tandis que le pouvoir qu'elle a acquis, si vous voulez, ou l'influence auprès d'artistes et d'autres, a été plutôt bénéfique. Elle a défendu le modernisme en Italie, d'après ce que je comprends, au lieu de rentrer dans l'académisme plus plat. Mais enfin, elle n'avait pas de pouvoir. Son pouvoir, et les femmes n'ont pas de pouvoir. Elle n'avait pas de base, elle n'avait rien, quoi. C'était la maîtresse de Mussolini. Une maîtresse dont l'influence était mise en péril chaque jour davantage. Mon Dieu, le Duce qui joue au généreux patriarche au milieu de son heureuse famille. Pauvre de nous. Maintenant, oui, nous sommes foutus. La famille du Duce fait obstacle à Margherita, qui ne peut lutter. Et quand Donna Rachele, l'épouse légitime, décide de quitter son village pour s'installer à Rome avec sa progéniture, Margherita, amère, pressent que se précipite la fin de ses rêves et de son influence. Rachele, un soir, poursuit Mussolini un pistolet à la main pour le forcer à brûler les lettres de son dragon en robe de velours. Rachele obtient même l'éviction du dragon, du journal Le Popolo, qui refuse désormais à Margherita ses articles, bien qu'elle continue de le financer. Mais là ne s'arrête pas sa mise à l'écart. Le 24 avril 1930, Mussolini marie sa fille aînée Edda au comte Galeazzo Ciano, héritier d'une famille puissante mais corrompue. Margherita comprend dès lors que ses jours de pouvoir sont comptés. Ciano, le gendre, entend bien devenir le dauphin. J'ai passé 2 heures, je dis bien 2 heures chez vous. Avec quel bénéfice pour ma réputation et ma dignité? Tout cela pour être torturé par une série de sévices immérités. Les douleurs que vous causez aux autres sont très faciles à supporter pour vous. Depuis que Rachele s'était installée chez son mari Villa Torlonia, Margherita avait dû déménager dans le voisinage, Via dei Villini. Mais malgré la rupture consommée, Mussolini ne pouvait se passer d'elle, de ses talents de diplomate, de son intelligence, de sa clairvoyance. Elle accepta de faire de son appartement une véritable ambassade secrète. Ma grand-mère faisait de grandes fêtes. Et alors un soir, Mussolini a téléphoné en disant qu'il voulait la voir. Et ma mère, qui était une femme très traditionnelle, m'a dit qu'elle avait si peu de dignité qu'elle y a couru. En s'imaginant, Dieu sait quoi, parce que... Et alors elle a laissé ma mère en hôtesse quoi, de sa fête. Et puis elle est revenue et elle a dit à mon père, il ne comprend rien. C'est ainsi que Margherita Sarfati, la maîtresse juive du Duce, reçoit à sa demande Göring en mai 1931. Alors que Mussolini prétend encore officiellement refuser tout contact avec les nazis, Margherita joue le jeu bien qu'elle ne soit pas dupe du danger. Un rapprochement avec l'Allemagne serait fatal pour le projet du renouveau de l'Italie, tel qu'elle le rêve encore. Ce serait un dévoiement absolu, la fin de tout. C'est durant la même époque qu'elle reçoit via dei Villini la visite de son amie Alma Mahler. La veuve du compositeur est porteuse d'un dossier confidentiel contenant de nombreuses lettres d'intellectuels européens qui dénoncent la situation pour les Juifs en Allemagne. Alma pense que Mussolini est le seul en Europe à pouvoir persuader Hitler de mettre fin à sa politique anti-juive et que Margherita est la seule à pouvoir convaincre Mussolini d'intervenir auprès du Führer. Quelques jours plus tard, Margherita, reçue par Mussolini, lui transmet le dossier. Mais dès que Margherita quitte la pièce, le document est jeté à la poubelle. Devant l'indifférence de son ancien amant et dans l'appréhension qu'un tournant décisif va se prendre en Europe, Margherita a besoin de prendre le large, d'aller voir plus grand, en Amérique. Je ne désire qu'une chose, quitter la terre, impatiente d'être en tête-à-tête avec la mer. La mer seule, sans rien qui rompe la ligne sublime de l'horizon.
Ô mère, ma patrie, j'ai soif d'eau nouvelle. Je suis impatiente d'un ciel nouveau, d'odeurs, de couleurs. Elle, qui ne lâche jamais, voudrait tellement détourner Mussolini de ses tentations allemandes et l'inciter à se rapprocher du nouveau président américain, Franklin Roosevelt. Ce dernier multiplie d'ailleurs les gestes d'ouverture envers Mussolini. Margherita s'est organisée une tournée à la hauteur de son besoin d'évasion. New York, Philadelphie, Boston, Chicago, la Floride, la Californie. Elle, qui se veut l'ambassadrice loyale du fascisme, réussit à séduire l'Amérique, jusqu'à la Maison-Blanche. Le président la reçoit. Après quoi, elle revient en Italie chargée d'une mission d'importance. Roosevelt compte sur Mussolini pour empêcher l'Allemagne d'annexer l'Autriche et sur Margherita pour le persuader d'agir en ce sens. Le jour où je le vis à Rome, il rentrait de Venise où il avait rencontré Hitler, et moi des États-Unis où j'avais eu un long entretien avec Roosevelt. Vous ne voulez donc rien entendre à propos de l'Amérique? Mussolini m'interrompit brusquement. Votre Amérique ne m'intéresse pas. L'Amérique n'a militairement aucune importance. Tant d'arrogance et d'indifférence. J'étais horrifiée. Je pleurais amèrement. Des années auparavant, Mussolini m'avait asséné que les valeurs spirituelles ne servent à rien. Dante, Léonard, Galilée, Michel-Ange, qu'ont-ils fait pour l'Italie? Qu'ont-ils laissé derrière eux? Fra 10 anni, lo si può dire, senza fare i profeti, l'Europa sarà cambiata. Oggi, dico a voi, moltitudine immensa, che questo secolo, XX, sarà il secolo del fascismo. Le 16 février 1938, Mussolini déclare que les mouvements antifascistes de par le monde étaient le plus souvent dirigés par des juifs et qu'en Italie, il ne sera pas permis aux juifs d'exercer ce genre d'influence. Moins d'un mois plus tard, les troupes allemandes entrent à Vienne. Margherita allume la radio. Mussolini a approuvé l'Anschluss. Le speaker cite le télégramme du Führer remerciant le Duce. Margherita fond en larmes. Dès le mois de juillet 1938, les Juifs étrangers sont expulsés d'Italie. Au 1er septembre, professeurs, instituteurs et enfants juifs sont chassés des écoles, bientôt des universités. « Nous allons donner un autre tour de vis », annonce Mussolini. Quelques jours plus tard, le nom de Margherita Sarfati figure avec d'autres juifs, dont Moravia, De Benedetti, dans une longue liste d'auteurs non souhaités en Italie. Du 9 au 10 novembre 1938, la nuit de cristal éclate en Allemagne. Le lendemain, Mussolini estima le moment favorable à un autre tour de vis. Un jour de 1936, je fus saisie d'une vision prophétique. Si ces deux hommes, Hitler et Mussolini, ne meurent pas rapidement, je vois du sang, des fleuves de sang se répandre sur le monde. 2 ans plus tard, en mai 1938, le loup allemand était là, tapi dans l'ombre, bientôt au devant de la scène. Selon la vision de Margherita, le sang allait se répandre sur l'Europe. À l'aube de ce matin de novembre 1938, Margherita Sarfati roule à travers les petites routes de montagne, passe sans encombre la frontière suisse. Va-t'en, sale juive, résonnera à ses oreilles durant des semaines, des mois, des années. Mussolini a bougé ciel et terre pour que je revienne. Il ne pouvait rester calme face au fait que moi, je me sois moqué de son pouvoir omnipotent en sortant sereinement de sa sphère tyrannique. Il m'a fait 1000 promesses pour que je rentre à Rome, promesses que je n'ai pas crues. Ensuite de quoi, il n'a pu éviter de laisser planer des menaces qui n'ont servi qu'à renforcer encore plus ma décision de rester au loin.
L'Uruguay m'a offert son hospitalité, l'Argentine le flot de sa vitalité tonifiante. Je restais là, sur ces généreuses terres d'Amérique, officiellement silencieuses face au fascisme. Le 26 septembre 1940, Mussolini signa un pacte avec Hitler. Un pacte qui devait le conduire à sa perte, comme Margherita l'avait prédit. Durant toute la durée du conflit qui déchira l'Europe puis l'ensemble du monde, Margherita gardera le silence, ne prenant jamais parti contre le fascisme ni contre la personne de Benito Mussolini. Je sais que ma conduite et mon silence ont été mal interprétés. Je peux le déplorer, mais cela aurait voulu dire parler alors que ma fille Fiammetta était restée en Italie à la merci de Mussolini. Mon silence contre la vie de ma fille, voilà comment il me tenait. Margherita aura passé les 6 années de guerre, loin de la guerre. Son exil en Argentine aura été son salut. Certainement, si elle était restée en Europe, elle aurait connu un sort aussi tragique que celui de sa remplaçante Clara Petacci, la dernière maîtresse du Duce, exécutée sommairement avec lui par les partisans. Le scandale le plus notoire de la vie du Duce est celui de Clara Petacci. Avec elle, en 1945, il tenta de fuir l'Italie. Ils se firent passer pour un romantique couple d'amoureux. Mais les patriotes italiens découvrirent la supercherie. Elle voulut désespérément se glisser contre lui, cherchant sa protection. Lui, au lieu de la protéger, demandait grâce pour lui seul, offrant sur un ton mélodramatique un empire en échange de sa vie. À mon avis, Mussolini échoua car il a trahi son propre drapeau. En transformant sa lumière en une flamme dévorante, il a converti le fascisme en une déformation grotesque, en une antithèse tragique de lui-même. Après la mort de Mussolini, Margherita Sarfati attendit encore 2 années avant de rentrer en Italie, retrouver le lac de Côme et sa maison du Soldo. Elle y restera pour ainsi dire en quarantaine volontaire près de 14 ans. Je trouve qu'elle s'est conduite finalement en rentrant en Italie avec beaucoup de dignité. Et alors elle m'a dit, écoute, nous on trouvait aussi que la démocratie parlementaire, ça sert à rien. C'était terrible, c'est un gouvernement inefficace, ça sert à rien, mais on n'a jamais rien trouvé de mieux. Alors fais pas la même erreur. C'était une juive qui se voulait vraiment italienne, je pense, et elle aurait voulu que l'Italie soit quelque chose d'autre, mais je pense que l'Italie avait représenté aussi beaucoup de choses pour les Juifs de Venise. L'Italie n'avait pas été voulue par tellement de gens, et les Juifs de Venise avaient voulu ce nouveau pays. Mon silence a protégé ma fille quelques années, jusqu'à ce que la monstrueuse république nazi-fasciste avec laquelle Mussolini s'est mis à ensanglanter encore plus l'Italie persécute les Juifs. Par miracle, ma fille Fiammetta put en réchapper et se sauver. Mais je tremble encore en pensant à ce qui aurait pu lui arriver. Ce qui est arrivé à sa sœur, Nella Grassini, déportée à Auschwitz avec l'ensemble des Juifs de Venise. Mussolini prit possession de la vie et de la volonté de beaucoup de patriotes enthousiastes en mettant le mot Italie au-dessus de tout. C'est pour cela que nous l'avions suivi. Quand il commença à dire « l'Italie et moi », cela nous paraissait naturel pour un Premier ministre issu d'une révolution du peuple. C'est en 1930 qu'il inversa les mots « moi et l'Italie » et commença à nous décevoir amèrement. 3 ou 4 ans plus tard, il disait seulement « moi, le Duce ».
Le rêve d'un fascisme idéal, Margherita avait dû l'abandonner face aux inclinaisons tyranniques de Mussolini. Le pays est vaincu sur tous les fronts. L'aventure du fascisme mussolinien s'achève misérablement. J'ai cru, naïve, et cela était ma faute, que Mussolini était capable d'incarner le bon tyran. Je l'ai cru plus intelligent, plus juste que les autres candidats standardisés des masses électorales. Je n'oublierai jamais ce qu'il me confia à Rome, à cette époque où nous nous aimions, une froide nuit de novembre 1926. Tout en regardant comme hypnotisé la pluie, il me décrivit une vision qu'il avait eue enfant. Un homme vêtu de noir le regardait en souriant. « Je te connais, Mussolini. Tu as de grandes choses à accomplir. Je suis le démon, et j'ai voulu venir te voir pour t'aider. Tous les dons du monde peuvent être tiens. Tu dois en choisir un. Que veux-tu? La richesse? Non, je ne veux pas d'argent. Je hais les riches et dénigre leur richesse. Quoi alors? Les femmes? Oui, j'aime les femmes. Mais les femmes ne sont pas l'objet principal de mon désir. Que veux-tu alors? Le pouvoir, criai-je. Et je répétais de toutes mes forces, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Ce sera donc le pouvoir, lui répondit le démon. Ton pouvoir sera le plus grand pouvoir sur Terre. Entre 1947, date de son retour d'Argentine, et 1961, date de sa mort, Margherita Sarfati ne prononça plus ni le mot fascisme, ni le nom de Mussolini.